Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin du Bouquin. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'appelle Le chant sacré du cheval. C'est l'approche traditionnelle du cheval chez les Indiens Navajo, qui est écrit par Sylvain Gillier. C'est ça? Oui, c'est ça. IMBS, ça veut dire quelque chose? C'est mon nom. J'ai les deux noms. Ah, d'accord. D'accord. Donc, voilà le bouquin. Et donc, je suis dans la forêt de Rambouillet. C'est ça, hein? On peut le dire. On peut dire. On est dans la forêt de Rambouillet. On est en pleine nature avec les chevaux que vous verrez tout à l'heure, puisque je mettrai un petit rajout des chevaux de Sylvain, d'une partie des chevaux. Et Sylvain, merci de nous accorder cette interview. Il s'en va l'autre là-bas? Non, elle va pas aller loin. Il va pas aller loin, d'accord. Parce qu'il y a des chevaux en liberté là. Hein. Donc on regarde quand même. Hein. Donc Sylvain, merci pour cette interview. Alors pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, ton parcours et surtout comment tu en es arrivé là? Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc je m'appelle Sylvain Gillier. Je suis thérapeute de formation. J'ai eu la chance d'être formé aux États-Unis par une femme qui s'appelle Linda Kohanov. Et Linda a créé une approche avec le cheval qui s'appelle l'approche Epona Quest. Et elle a créé un livre qui est assez connu, qui s'appelle Le Tao du cheval, qui a été traduit. Très bon livre. Oui, c'est vraiment un bon livre. Et Linda, dans son livre sur le Tao du cheval, parle de sa relation particulière avec les chevaux, non pas le cheval dans une approche d'équitation, mais plus dans une approche qu'est-ce que c'est que le cheval sur le plan énergétique, qu'est-ce que c'est que le cheval sur le plan de sa relation avec nous, comment est-ce qu'on se connecte avec lui, est-ce qu'il a des choses à nous dire, est-ce que le cheval en tant que peuple a des choses à nous dire. Linda Kohanov pense que oui, et elle a fait des expériences qui l'ont amené à développer toute une approche de cette connexion avec le cheval, et elle enseigne cette approche. Et c'est devenu donc cette approche Epona Quest qu'elle a créée. Et donc moi j'ai eu la chance de suivre cette approche jusqu'à devenir un instructeur avancé de cette approche Epona Quest. J'ai été aux États-Unis pour ça. Linda Kohanov habite en Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis. Et voilà, c'est une région que je commence à bien connaître parce que j'y ai beaucoup été depuis les 6-7 dernières années. Je continue à y aller souvent, au moins 2 fois tous les ans, pour animer des stages là-bas, pour participer à différentes activités. Et donc justement, cet endroit, le sud-ouest des États-Unis, c'est un endroit où les cultures amérindiennes sont restées très présentes. D'accord. Mais tout à l'heure, hors caméra, tu me disais que à la base, toi, tu as suivi une formation de médecin. Oui, je suis thérapeute docteur, et je suis médecin à la base, tout à fait. Comment est-ce qu'on en vient de la médecine, on va dire, traditionnelle à l'équithérapie? Alors, j'ai jamais pratiqué, tu as employé le mot de médecine traditionnelle, mais la médecine qu'on pratique dans les hôpitaux n'est pas la médecine traditionnelle, c'est la médecine scientifique. Ce n'est pas la même chose. D'accord, ok. Je rectifie. C'est une médecine qui est dite basée sur des preuves. C'est-à-dire qu'on fait des études scientifiques qui démontrent qu'il y a certaines thérapies qui sont efficaces et qu'on peut démontrer sur un plan statistique que ces thérapies sont plus efficaces que d'autres. D'accord. Et ça s'appelle une preuve scientifique. La médecine que l'on enseigne à la faculté, c'est pas la médecine traditionnelle, c'est la médecine basée sur des preuves. La médecine scientifique, c'est pas tout à fait pareil. Et donc moi justement, j'ai pratiqué différentes formes de médecine traditionnelle, et par exemple la médecine par les plantes. Ça c'est une médecine traditionnelle, puisqu'elle existe ici depuis plusieurs millénaires. Depuis plusieurs millénaires, tout à fait. C'est une vraie tradition, c'est une vraie tradition. Et qu'elle existe aussi dans les cultures des peuples premiers. Et ces cultures, elles nous rappellent
ce que pouvait être la vie de l'homme à l'époque du néolithique, il y a 10 000 ans, 14 000 ans, 15 000 ans. Et il y avait déjà une connaissance des plantes qui était très approfondie. Bien sûr. Très approfondie. Et donc quand on parle de médecine traditionnelle, de médecine ancestrale, bah, ce serait plutôt cette médecine par les plantes. Par exemple, il y a une momie égyptienne qu'on a retrouvée quand même, 6 000 ans, 7 000 ans. Il y avait plus de 150 plantes différentes qui faisaient partie de la pharmacopée. Qui étaient tout à fait utilisées à cette époque. Il y a cet homme qu'on a retrouvé pris dans les glaces, oui, j'ai vu Suisse, ça, qui a été daté à 12 000 ans, je crois, qui portait dans son sac une petite besace à son poignet, où il y avait plus de 15 plantes médicinales différentes, dont des plantes antibiotiques, d'accord. et des plantes aussi pour stimuler l'immunité, parce que certainement cette personne était en train de faire une randonnée à haute altitude, avec les risques de pneumonie, avec les risques d'infection pulmonaire. Donc elle s'était prémunie il y a 12 000 ans avec déjà des substances antibiotiques. Donc quand on parle de médecine traditionnelle, c'est plus de ça, c'est plus de ça, je suis d'accord. à mon avis. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, à mon avis qu'il s'agit. Et donc ici, nous sommes dans ce qui reste de la forêt des Carnutes, la forêt sacrée des Druides, au sud de Paris, une forêt qui s'étendait entre Paris et Chartres, jusqu'à Chartres en fait. Jusqu'à Chartres, Voilà, maintenant il en reste quand même 30 000 hectares, c'est quand même... C'est quand même pas si mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est rien à côté de ce que ça a pu être. Voilà, oui, c'est rien à côté. C'est une goutte d'eau à côté de ce que ça a pu être. C'est rien à côté de ce que ça a pu être. Et dans cette médecine ancestrale des druides, qui était finalement notre propre médecine ancestrale il y a 3 millénaires, 4 millénaires. Tout à fait, il y avait la médecine des plantes, mais il y avait aussi la médecine des animaux. Et les arbres avaient leur propre médecine et les animaux avaient leur propre médecine. Que ce soit les oiseaux, que ce soit... Et bien sûr les chevaux constituaient une médecine à l'époque. Il y avait une déesse chez les druides qui s'appelait Epona. Et donc cette déesse était aussi une thérapeute. Elle procurait l'abondance, la richesse, la bonne santé. Et donc quand j'ai été aux États-Unis en étant formé par Linda Koanoff, et juste à côté de... Attention, elle marche sur la longe. Et juste à côté de là où Linda Koanoff habite, il y a une très grande réserve. C'est la plus grande réserve qui existe en Amérique du Nord. Ça s'appelle The Big Res, ça veut dire la grande réserve. Elle fait plus de 400 km de large sur 300 km, c'est très grand. C'est très grand. Et surtout, c'est, je pense, la seule réserve qui a été établie sur les territoires traditionnels de cette nation amérindienne qui est la nation Navajo. Et donc c'est un cas un peu unique en fait, parmi toutes les tribus amérindiennes, que cette tribu a un grand territoire et c'est son territoire ancestral. Tandis que pratiquement toutes les autres tribus, les Apaches ont été complètement déplacés, les Utes, les Paiutes ont été complètement déplacés, ils n'ont plus leur territoire ancestraux. Bien sûr. Et donc ce sont des peuples déracinés. Même la grande nation Sioux avec les Dakota, ont été complètement déplacés. Ils ont un tout petit territoire maintenant par rapport aux immensités qu'ils pouvaient avoir avant. Bien sûr. Voilà. Donc il y a ce cas vraiment particulier en fait, de la grande réserve des Navarros. Et ça fait que parmi toutes ces tribus, il y a je crois 525 tribus amérindiennes reconnues aux États-Unis. Quand même, voilà, c'est très vaste, il y a tout un ensemble de cultures. Et c'est peut-être une de celles qui a le plus gardé ses propres traditions et sa propre culture. Et évidemment, moi je trouvais ça tout à fait fascinant, bien sûr, de voir une culture amérindienne en action dans le monde d'aujourd'hui, c'est fascinant. C'est fascinant. Ici en France, cette culture que nous avions
ça fait au moins 15 siècles qu'elle a entièrement disparu. Ouais. Hein, il n'y a pratiquement plus rien, il n'y a plus de tradition orale, il n'y a aucun texte. Mhm. Il y a des gens qui essayent peut-être de la recréer, mais est-ce que ça correspond à quelque chose de véridique? On ne peut pas le savoir. Disons que, je m'excuse de Oui. couper la parole, mais Oui, les druides ont été pourchassés et défaites par les Romains. tout à fait. Les druides enseignaient d'une manière orale, puisqu'on est issu d'une tradition orale. Quand il y a eu cette, on va dire, chasse aux sorcières, il y a beaucoup de druides qui se sont planqués dans des monastères, qui sont devenus moines, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à trouver des textes écrits, parce qu'ils ont voulu sauvegarder. Tout à fait. Mais la tradition druidique, la tradition celte, se transmet d'une manière orale, comme chez les Amérindiens. Voilà. Et alors après qu'il y ait peut-être des transmissions, peut-être. Il y a eu des transmissions, bien sûr. Voilà. Et évidemment, moi j'étais fasciné par ces cultures amérindiennes qui sont en fait très présentes, qui sont vivantes, qui ont un fort sentiment d'identité, n'est-ce pas? Et grâce à mon enseignante Linda Kohanoff, j'ai eu la chance finalement de rencontrer assez facilement des personnes qui faisaient le même travail que moi, de thérapie avec les chevaux, mais dans l'univers des réserves amérindiennes. D'accord. Apache, Papago et donc Navajo. Ok. Voilà. Naturellement, le format. Je vais en y coller une parce que sinon ils ont la mauvaise habitude de commencer la promenade toute seule. Parce qu'en fait, je leur apprends à monter en collier. Je monte en collier en fait. Donc tu mets d'abord le collier, après le licol. Oui, parce que c'est toujours le collier qui va en premier, aussi quand je fais des demandes. Et ça me permet de sortir en collier, c'est pour filer devant le lit. Un jour, je sors en cordelette en extérieur, et évidemment ça pose toujours question au cavalier. Donc on va essayer juste que je ne barre pas. Celle qui est la première. Donc je commence toujours par demander cession des hanches, c'est très important. Les deux côtés, c'est très important d'avoir ça. Très important. Et en principe, une fois qu'on a ça, on monte dessus. Voilà. Voilà, oui, c'est quelque chose comme ça. Sinon, on enlève les petites rênes. Bon, on enlève peut-être les rênes, ce sera plus facile. Non, je pense pas. Voilà, c'est ça. Ça va sur le chanfrein. Et donc mettre le nez d'abord. Oui, là. voilà, ouais, c'est ça. Juste peut-être donner un peu de coup.
Donc ça, c'est des Camarguais. Ça, c'est des chevaux Camargue, tout à fait. Camargue. Camargue. Les Camargues, ils détestent qu'on appelle ça les Camarguais parce qu'ils disent les Camarguais, c'est les habitants de la Camargue. Donc en fait, on met ça sur le museau du cheval. Et donc je prends la main droite, je prends ce qui va faire ce qui va passer derrière les oreilles. Et donc je passe ça sur le museau comme ça. Et je mets ça dans la boucle. Ouais. Non, elle ne va pas se barrer. Tant qu'il y en a une ici, les autres ne vont pas se barrer. Super. Voilà. Obligé de faire la banane. T'as pris qui là, la chef du coup? Oui, N'importe. la chef c'est plutôt celle-là, hein. Laquelle? Celle-là? Celle qui a la crinière rase là. Qui a pas bouffé depuis son temps. Et donc c'est vrai qu'au début j'ai appris au haras de la Sens là à monter avec le licol et tout, etc. Puis j'ai de plus en plus simplifié. Et, T'es devant la caméra. Ah, c'est pas grave. et puis depuis que je vais avec donc visiter justement dans les réserves, ils ont très peu de moyens. Donc le cheval c'est un moyen de transport. On voit des enfants qui vont prendre le bus à cheval. Ah ouais. Ils prennent un cheval qui est un peu là autour. Ils les enferment pas, ils n'enferment pas leurs chevaux. Donc les chevaux viennent parce qu'il y a un point d'eau. Et souvent ils mettent un enclos autour du point d'eau. Donc les chevaux ils viennent pour boire. Et quand ils ont besoin d'un cheval, ils referment le point d'eau. Ils prennent, voilà, et on les voit qui font un licol avec une ancienne. Avec un fil de ballot de paille, avec n'importe quoi. Et ils n'ont pas vraiment de moyens, ils n'ont pas vraiment de technique pour monter. Mais en fait, ils développent surtout la relation. C'est une question de relation qu'ils développent avec le cheval. Donc elle a vraiment pas un bon caractère. Elle est vraiment pas facile. Voilà. Ok. Mais en même temps, c'est plutôt un cheval de tête. Elle a vraiment pas peur de grand chose. On est quand même à un niveau vraiment plus élevé de demande. Surtout, faut surtout qu'il y ait un but en fait. Elle préférerait brouter. Oui, ça c'est sûr. Hein. S'il n'y a pas de but, elle n'y va pas. Donc elle a besoin qu'il y ait, de la signification. Les chevaux Camargue, c'est des chevaux de travail en fait. Ils sont utilisés avec les taureaux en Camargue. Et je dois juste. Voilà. Donc elle peut être légère, mais il faut qu'il y ait un but. Et donc elle adore travailler avec le bétail. D'accord. S'il y a quoi que ce soit qui ressemble à du bétail, des cyclistes, une personne qui court, du gibier, quand il y a du gibier dans la forêt, elle poursuit le gibier. Faut le faire quand même. Hein. Les chiens, elle poursuit les chiens. Une fois, il y a une personne avec un gros labrador comme ça, qui retient son labrador et
Et je lui dis, mais retenez votre chien parce que sinon mon cheval va l'attaquer. Elle dit, mais non. Et elle attaque les chiens. Et donc elle adore mobiliser le bétail. Elle adore ça. Et donc les chevaux Camargue ont déjà un caractère assez trempé. Et donc celle-là particulièrement. Et donc c'est intéressant justement pour les choses de coaching, parce que c'est sûr que là, il faut vraiment y aller là. Hein. Et il y a aussi l'intentionnalité. S'il n'y a pas d'intentionnalité, elle ne le fait pas. Voilà. Et, Mais justement, si tu te retrouves dans un pré avec quelqu'un qui a une demande un peu floue, une problématique, elle ne le fait pas. donc il faut que la personne Elle dit à la demande. personne va te faire voir. Ouais. Elle ne le fait pas. Alors comme chevaux de travail, pourquoi des Camargue et pas ce qu'on utilise souvent aux États-Unis, c'est les Quarter Horse et Les quarter, oui. Quarter Horse, excusez mon accent, chers amis. Quarter horse. Ouais, moi je le dis très très mal. Ou comment ils s'appellent ceux qui sont achetés là, les Appaloosa. Appaloosa, c'est des plus grands chevaux, les Appaloosa. Ouais. Hein. Ouais. Mais c'est tous les deux des chevaux de travail. Le Quarter Horse, c'est un cheval de travail qui a été développé quand on a introduit le bétail en fait aux États-Unis, qui n'existait pas avant. Et en fait, on ne sait pas exactement d'où vient le Quarter. Apparemment, c'est un croisement un peu au hasard d'une personne qui a croisé des Mustangs avec les chevaux qui existaient là-bas, qui étaient très trapus comme ça, parce que des poneys. Puis ça a donné cette espèce de cheval avec des super grosses fesses, qui a beaucoup d'impulsion, qui est très mobile de l'avant-main et qui après a été utilisé pour le travail du bétail, par les grosses. Mais en fait, Sylvain, on s'en fiche de la race du cheval. Ce qui est important, c'est juste sa sensibilité. Ils ont des personnalités en fonction de la race. Oui et non, parce que si tu prends... Ils ont vraiment des personnalités qui diffèrent en fonction de la le race. Shetland, le Cobb, le Shetland, Tu le prends- l'arabe, le cheval arabe. tu prends, ça, c'est tu différent. prends un cheval qui est bien dans sa tête, qui est tranquille dans sa tête, comme un quarter, et tu mets un cavalier pas trop expérimenté dessus, Ouais. et tu l'emmènes en balade. S'il y a un oiseau qui traverse le chemin, le cheval il va pas bouger. Il va rien faire. Voilà. Si c'est un arabe hyper... Et ben là, il n'y a plus de cavalier, c'est Il fini. n'y a plus de cavalier. Donc Appaloosa, c'est les nations amérindiennes Nez Percé en fait, qui ont sélectionné ce cheval-là. Et donc ils sont tachetés, ils ont des taches sur la croupe. Et tu sais pourquoi en fait? Parce que dans l'utilisation du cheval, en fait, c'était surtout pour faire des raids. Et donc le cheval, il était utilisé pour aller capturer pour faire des raids en fait. Ouais. Et il y a une cérémonie chez les Amérindiens où on fait des peintures sur le corps pour se rendre invisible. Et quand on fait cette peinture, en fait, on met des points blancs. Oui. On se peint en noir et on met des points blancs. Pousse-toi un peu. Voilà. Et donc ce cheval-là, en fait, il a ça naturellement. D'accord. Et les Nez Percés, ils l'ont sélectionné pour ça, en fait. Surtout pour sa robe. Elle a l'air confortable. Oh, elle est super sympa. Chaque-ci, elle est vraiment sympa. C'est surtout la culture navarro Que tu connais. Que je connais, ouais, parce que j'ai été un peu plongé dedans. Plongé dedans, bien sûr. Alors, est-ce que, bon, parce que les Amérindiens, tout le monde le sait, c'était tous beaucoup étaient des très très bons cavaliers. C'est une culture qui porte. Qu'est-ce qui diffère chez les Navarros qu'on ne trouve pas dans les autres nations? Alors, il y a beaucoup de tribus amérindiennes qui étaient d'excellents cavaliers et aussi qui ont sélectionné des races de chevaux. On parlait des Nez Percés tout à l'heure. Les Nez Percés, c'est une culture qui a sélectionné les Appaloosa. Ouais. Et il y avait aussi les Comanches, Ouais.
qui était spécialisé dans la vente des chevaux sur le territoire de ce qui maintenant est le Texas, au sud des États-Unis. D'accord. Et avant, il y avait ces peuples, les Comancheros, qui en fait souvent se procuraient des chevaux ou les capturaient et les domestiquaient et les vendaient un peu à droite à gauche. Et c'est comme ça que le cheval a commencé à se répandre au XVIIe siècle. Donc il y a quand même déjà 4 siècles, presque 5 siècles finalement. XVIIe siècle, on commence à voir des chevaux dans tout le sud-ouest des États-Unis. Et il y a une tribu qui va énormément se développer grâce aux chevaux. Ce sont les Navajos qui deviennent vite de très très bons cavaliers. Oui. De très bons cavaliers. Et c'est sans doute la première tribu Navajo qui fabrique elle-même ses propres selles, ses propres enraînements. D'accord. Et ses propres licoles. Ouais. Et qui devient très performante en fait dans les selles du cheval et aussi la relation avec le cheval. Alors il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé dans ton livre, Ouais. c'est que effectivement les premiers chevaux sont arrivés aux Amériques avec les conquistadors. Ça c'est ce qu'on pense. Ça c'est ce qu'on pense. Alors que toi tu dis que Ouais. les Navajos ont une culture du cheval qui remonte au début de la création des tribus Navajos. Oui, oui. Donc ils sont passés où les chevaux en attendant? Et quand on demande à un Navarro si ce sont les Espagnols qui ont amené les chevaux, il va vous répondre non. Les chevaux ont toujours été là. Oui, c'est ce que je lisais parce dans ton livre. Parce qu'ils font partie de notre culture et ils ont été donnés par les êtres spirituels, les Diyindine, le peuple des esprits. Ils ont été donnés au peuple Navarro. Mais à un moment donné, le peuple Navarro était trop égoïste. Ouais. Et donc, les êtres sacrés ont retiré ces chevaux et ils les ont retirés dans le monde spirituel. D'accord. Et il y a un temps très reculé où en fait les Navajos avaient une espèce de cheval spirituel et ils pouvaient, par exemple, monter à cheval sur un rayon de lumière ou un arc-en-ciel. D'accord. Et ils pouvaient se déplacer. Au lieu que ce soit un cheval physique comme celui qui est devant nous, sur un rayon de lumière, sur un arc-en-ciel. Et la légende, en tout cas la tradition orale, dit qu'ils ont fait mauvais usage de ce pouvoir. Et donc les êtres sacrés qui ne voulaient pas qu'il y ait une tribu qui fasse mauvais usage et qui se répande donc partout sur la terre avec les rayons de soleil, leur ont retiré ce pouvoir. Et à un moment donné, le pouvoir leur est revenu avec le cheval physique. Donc, alors à un moment donné, les êtres sacrés ont voulu redonner aux Navajos un moyen de se déplacer. Ouais. Et ils ont utilisé l'homme blanc pour ça. Pour ramener les chevaux. C'est ça. D'accord. C'est ça. Mais du point de vue amérindien, le cheval a toujours été là. D'accord. Et l'homme blanc n'a été finalement qu'un outil pour le ramener. Pour ramener le cheval sous sa forme physique. Bien sûr. Sous sa forme physique. D'accord. Hein, et le cheval, pour les Navajos, est toujours quelque chose d'essentiellement spirituel. C'est pas un animal de compagnie ou un chien, un chat, comme ça pourrait être le cas ici, n'est-ce pas ? Oui, non, bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qui reste spirituel. D'accord. Mais alors, comment dire, les chuchoteurs, tout le monde a entendu parler des chuchoteurs grâce au film avec Redford. Avec Robert Redford, The Horse Whisperer, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. D'ailleurs, dans l'autre vidéo que j'ai fait sur les chevaux, Nolwenn a transformé ça et a dit c'est les chevaux qui murmurent à l'oreille des hommes. Et je trouve que c'est pas mal. Si les hommes justement écoutent oui. ce que les chevaux ont à dire, et je suis persuadé qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Et si on sait effectivement entendre. Donc toutes ces traditions chuchoteurs, ça vient en fin de compte des Indiens. Alors j'ai des amis amérindiens Navajo qui m'ont assuré
que tous les fondateurs donc, de ce qu'on appelle l'équitation éthologique, Ouais. ou l'équitation des chuchoteurs, Mhm. ont emprunté, n'est-ce pas, Mhm. pour ne pas dire carrément, se sont appropriés, Ils ont appris. ils ont appris des Responsable. connaissances qui existaient dans l'environnement amérindien, dans les cultures amérindiennes. D'accord. Et par exemple, le Pat Parelli, qui est bien connu, Mhm. je crois que sa grand-mère était... Était indienne. Oui. Ah oui, Oui. ça aide. Ça peut aider. Oui. Et puis il y a une autre personne, je crois que c'est John Lyons, il avait une domestique qui était apache, je crois. D'accord. Et dans l'environnement amérindien, les enclos sont toujours ronds, en fait. Tiens, c'est marrant. Aussi ça. pour des raisons pratiques. Ouais. Hein, parce qu'on les construit avec des branchages. Ouais. Et c'est beaucoup plus simple de mettre les branchages comme ça en rond Ouais, bien sûr. que de faire des carrés avec des angles. Et donc l'idée du rond de longe, ça vient directement des Ça vient cultures directement de ça. amérindiennes. D'accord, ok. Ouais. C'est pratique le rond de longe quand même. Hein, quand on veut Voilà. s'approcher d'un cheval, c'est mieux que dans un champ de plusieurs hectares. Et aussi parce que le cercle représente ce qui est spirituel dans les traditions amérindiennes. Donc comme le cheval est spirituel, Hmm. c'est logique qu'il soit dans un cercle. Ouais. Et dans les légendes Navarro, bon, moi j'ai eu la chance finalement d'être complètement immergé là-dedans, quoi, Mhm. et puis d'entendre toutes sortes d'histoires qui n'ont rien forcément de. C'est pas une initiation chamanique, pas du Oui. tout, hein, c'est des histoires qu'on raconte aux enfants de 6 ans là-bas, qui sont D'accord. tout à fait courantes en fait, Mhm. comme le Père Noël qu'on raconte ici. Oui, oui, non, bien sûr. Vous n'êtes pas initié parce qu'on va vous raconter l'histoire du Père Noël. Hein, Si, vous êtes initié parce que vous croyez au Père Noël, vous ne l'êtes plus à partir du moment où vous arrêtez d'y croire. voilà. Et pour les légendes du cheval, c'est un petit peu pareil. Ouais. Le cheval parcourt un grand cercle dans les 4 directions, hein, et il appartient au soleil. Et quand on voit le soleil qui se lève le matin, Mhm. en fait on voit un cavalier, Mhm. qui s'appelle le porteur de soleil, Ouais. hein, en Navarro, ça veut dire le porteur de soleil, D'accord. et qui est monté à cheval, et donc qui prend son cheval pour faire lever le soleil. Et comme évidemment la distance est très grande, il va changer de cheval plusieurs fois. Ok. Et à midi, quand le soleil est bleu, il va prendre son cheval, son étalon qui est de couleur turquoise. Mhm. Et le soir, il va changer de cheval, il va prendre un cheval de couleur jaune, un palomino peut-être, Ouais. voilà, un cheval de couleur crème. Ouais. Et la nuit, il va prendre un cheval bien sûr de couleur noire. Et donc il va changer de cheval 4 fois dans la journée. Mhm. Et il va décrire ce grand cercle. Autour de- Voilà. Et c'est comme ça que les légendes du cheval, un petit peu, qu'on raconte aux enfants, encore une fois, commencent. D'accord. Alors, Alors, oui, oui. juste pour terminer, il y a Vas-y. une autre version Ouais. de ces légendes du cheval qui est enseignée dans certaines cérémonies, Mhm. parce que c'est comme dans tous les contes, dans toutes les histoires. Il y a l'histoire du Père Noël qu'on raconte aux enfants, Mhm. mais il y a aussi un sens Bien sûr. plus initiatique, plus spirituel. Et dans cette histoire du cheval, il y a aussi quelque chose qui est plus spirituel, et on va retrouver ça dans les cérémonies, et ces cérémonies, on ne peut pas trop en parler. Ouais. Et c'est pour ça, dans les interviews que je donne, les livres et ces choses-là, Mhm. je ne parle pas trop de ces cérémonies. Je dis des choses que tout le monde sait sur la réserve. D'accord. D'accord. Et pour rentrer vraiment dans l'aspect cérémoniel, Mhm. là, on va plutôt être avec un medicine man, on va être dans quelque chose de plus médical, Ouais. quelque chose de plus d'un environnement d'une cérémonie qu'on ne peut pas vraiment détailler dans notre culture, et finalement Mhm. qui n'a pas grand-chose à voir avec notre propre culture non plus. D'accord. Mais alors, puisqu'on est dans une tradition orale, Oui. pourquoi avoir écrit un livre? Alors moi j'ai écrit ce livre parce que je me suis retrouvé porteur de toutes ces histoires Mhm. et qu'on m'a racontées, Ouais. et j'ai eu envie de les partager. Et en fait au début ce livre c'est mes notes, tout simplement, c'est mes notes de D'accord. voyage. D'accord. Et j'ai été contacté par un éditeur, Guy Tré Daniel, Mhm. qui a proposé de les éditer, tout simplement. Mhm.
Voilà. Et au départ, le livre a été édité surtout pour la communauté des gens qui connaissent mon travail. En Ouais. fait, hein. D'accord. Voilà. Alors bon, l'éditeur l'a édité pour qui s'intéresse aux légendes du cheval. Et je pense que pour vraiment comprendre le sens intérieur, Mhm. c'est important de contacter cette culture Ouais. et de discuter avec cette culture, pas par l'écrit, pas par un livre, Mhm. mais de parler directement avec des gens de cette culture. C'est pour ça qu'en fait, Oui. j'organise des échanges. Parce que voilà. le livre, pour moi, Voilà. Parce que j'allais te dire, c'est pas C'est- très important. c'est pas facile quand Voilà. on est en France de prendre le bottin et de chercher Navarro. Ça- ça peut existe quand poser même. problème. quand Ça même. existe quand même. D'accord. Si on cherche Navarro dans le bottin, on va quand même trouver des associations. Oui, mais je parle pas de l'inspecteur Navarro ou du commissaire Oui, Navarro. c'est ça. Ouais. Et c'est sûr qu'il y a la culture Lakota, la culture des Indiens des plaines, est beaucoup plus Et- représenté. est beaucoup beaucoup plus représentée en France. Ouais. Et la culture Navarro, c'est une culture qui n'a pas grand-chose à prouver en fait. D'accord. Hein, elle est autonome, Ouais. elle est, comment dire, elle est vivante, Mhm. elle est consciente d'elle-même, D'accord. elle n'a pas grand-chose à prouver ou à s'exporter, Mhm. et c'est aussi pour ça qu'on ne la connaît pas. D'accord. Pourtant, elle a beaucoup de choses à nous apporter. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous apporter. Mhm. Toutes les cultures amérindiennes ont vraiment des Oui, choses oui, non, à tout à nous fait. dire. Et à moi, ce que j'ai retrouvé avec ces cultures en étant un peu plongé dedans, Mhm. c'est que nous aussi, nous sommes des peuples premiers. Oui, bien sûr. Voilà. Et en fait, quand on voit fonctionner les rituels, les coutumes, les cérémonies par rapport au cheval, Mhm. et là, nous avons des chevaux blancs, nous sommes entourés de chevaux blancs. Ouais. Le cheval blanc avec la déesse Epona, Mhm. c'est la culture druidique, Complètement. en réalité. Ouais. Hein, et je me suis rendu compte qu'en fait, nous étions nous-mêmes plongés dans cette culture sans finalement le savoir. Et par contre, quand on discute avec les medicine-men, quand on parle avec les gens qui vivent Mhm. cette culture, Mhm. ça a un effet de révélateur Ouais. sur qui est-ce que nous sommes. Oui, oui, non, bien sûr. Alors, Et moi, le voilà. constat que j'ai pu faire, bon, moi je suis chaman maintenant depuis pas mal d'années, Oui, j'ai rencontré des chamans du monde entier, j'ai discuté avec beaucoup, avec des traditions complètement différentes, mais qui sont quand même pas mal semblables. Oui. Mais ceux avec lesquels on a le plus, entre le druidisme et leur culture, le plus d'appointance, le plus de concomitance, c'est quand même les nations indiennes. parce qu'il y a une similitude. Oui, Et eux, leur mission, c'est de garder et de transmettre. mhm, Mais il ne faut pas non plus transmettre n'importe comment. Ça c'est quelque chose que j'ai appris. d'accord. Il ne suffit pas d'avoir vu plus ou moins un rituel, puis d'avoir des idées plus ou moins floues. Oui, Pas du tout. On manie des c'est choses. quelque chose de précis, Voilà. oui. Ah mais c'est ça, la, Oui, oui. la culture Navarro en particulier, Mhm, c'est quelque chose de hyper précis. d'accord, Donc il y a ces fameuses peintures de sable, ouais. Ica en Navarro, Mhm, hein, qui sont l'endroit où résident les esprits. C'est ce que dit le D'accord. terme en Navarro. ouais, Et donc ce sont des mandalas en fait. oui. Ils sont dessinés avec du sable coloré comme ça. Comme les Tibétains font, Ah, mais c'est très proche de ce C'est- que font les Tibétains. Très c'est proche. impermanent, donc ils Voilà. vont passer des heures et des heures à faire un super mandala, et puis après, d'un coup de pied, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire que le mandala, il porte la force des Mhm. esprits Ouais, et il représente des actions que les esprits ont accomplies dans le passé, qui revivent oui, quand le mandala est reconstitué. d'accord. Et en fait, il a une fonction. Mhm, Il appelle des forces. Oui, Il peut appeler la pluie, par exemple. bien sûr. Et c'est pas du tout une Non, non, mais... du folklore, c'est absolument réel. Mhm. C'est absolument réel. On peut recréer la pluie Oui, oui. simplement avec un acte cérémoniel ou des danses ou des chants. Oui, oui, tout à fait. Voilà, J'ai vu ça. tout à fait. et faire beaucoup de choses pour soigner également, Bien sûr. surtout quand c'est en lien avec le monde animal ou le monde spirituel. Mhm, Mais ça doit être très précis. Et quand on invoque des forces, les forces du vent, de la tempête, de Mhm. l'eau, des fleuves, ouais, de l'orage, de la terre, des montagnes, oui, bien euh, sûr. évidemment, c'est des forces très puissantes, on ne peut Mhm. pas faire non plus n'importe quoi. Alors c'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, je n'enseigne absolument aucune peinture de sable. Ouais, Je ne les pratique pas. d'accord. Ceci Hein. expliquant cela. Voilà. Oui, non, mais c'est Je, logique. je le dis, je le redis.
Pour le faire, il faut savoir les exécuter à la perfection. Mhm. Sinon, Oui, on non, fait mais- un peu du n'importe quoi, Bien finalement. sûr. Et, et donc, il y a cette notion de précision Mhm. qui est très très importante. Donc, plutôt que d'essayer de répliquer des rituels, des cérémonies qui n'appartiennent pas à ma culture, Ouais. moi, j'ai préféré retrouver un peu des éléments qui sont dans ma culture. Mhm. Les chevaux, la relation au cheval, la Ouais. relation à la nature, D'accord. l'eau, Ouais. hein, et là on est près d'une fontaine druidique, Mhm. et donc la relation à l'eau et comment est-ce qu'on peut échanger par rapport Bien sûr. à ces sources, ces fontaines, et par rapport à qu'est-ce que ça suppose au niveau de l'endroit où l'eau sort de la terre. Mhm. Tout ça, c'est des choses très très importantes en fait, Oui, non, mais très complètement. importantes. Complètement. Avec le cycle aussi des différents éléments. Ouais. Parce que nous-mêmes, nous avons de l'eau à l'intérieur de nous. On a 60% d'eau dans notre propre corps. Ouais. Hein, et voilà, j'essaye plutôt de retrouver des éléments dans ma propre culture. Et c'est pour ça que je dis, moi-même, je ne suis pas spécialement chaman. Hein, je suis plus dans le domaine thérapeutique. Ouais. Ça, c'est sûr que les chevaux nous aident sur le plan thérapeutique. Mhm. Mais bon, voilà, le monde des esprits, faut bien savoir ce qu'on fait. Oui, évidemment, non, mais quand- tout quand à on fait. quand on invoque, Tout à fait, tout à fait. quand on Pas la invoque peine le d'invoquer monde des n'importe esprits. quoi non plus. Voilà. Alors les Navarros, ils disent quelque chose avec les chants. Ils ont une manière en fait, d'apprivoiser les chevaux, en fait, en chantant des chants en navarro. D'accord. Et ils disent que c'est le créateur donc, qui a donné les chevaux à partir du monde spirituel. Mhm. Et donc le créateur, Becochidi, il s'appelle, c'est un dieu du panthéon des Navarros, a créé les chevaux avec un chant. D'accord. Donc les chevaux, ils se souviennent toujours de ce chant. Et si on le chante en navarro, eh bien le cheval réétablit cette connexion. Ah, ok. Et donc j'ai connu des medicine-man qui apprivoisaient les chevaux, qui débourraient les chevaux même, les chevaux sauvages, D'accord. avec des chants tout simplement. D'accord. Tu le fais, toi? Je le fais dans ma propre tradition. Et je me suis rendu compte que les chevaux sont très sensibles au son, au rythme, Ouais. et également à la vibration. Bien sûr. À la vibration. Et il y a des techniques sur le plan vibratoire Mhm. qu'on peut retrouver à partir de la vibration énergétique, du champ énergétique, Ouais. par rapport à ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, Mhm. hein, et par rapport au son, et qui sont efficaces sans avoir besoin d'apprendre le navarro ou d'apprendre Oui, d'accord. des chants d'une culture qui est un petit peu étrangère. D'accord. Et c'est par contre, je dois dire que ça a changé complètement ma vision du monde. Oui, mais j'imagine. Ouais. Je ne savais pas du tout que une chose pareille pouvait exister. Mhm. C'est vrai que quand on le voit, quand on voit ces chevaux qui se connectent spontanément avec l'être humain, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, non, mais ça, tout à fait. Ça change complètement la vision qu'on a de Bien sûr. la relation avec le monde animal et avec le Mhm. monde naturel. Alors, tu disais tout à l'heure que tu organisais des rencontres. Voilà. Donc peut-être pour conclure, je vais un petit peu présenter mon activité Oui, aujourd'hui. tout à fait. Et je pense que les livres, la culture des livres, c'est bien, Ouais. mais ça ne remplacera Ça jamais, remplacera jamais. jamais le contact de personne à personne Mhm. et la discussion qu'on peut avoir, hein, de personne à personne. Même la vidéo sur Internet, c'est formidable, c'est très Mhm. très bien. Mais ça ne remplace pas ce qui peut se passer dans une dynamique de personne à personne, dans une dynamique de groupe. C'est évident. Et oui, voilà. C'est évident. Et donc chez les Navarros, il y a cette notion de k'e, qui veut dire la communauté. Cette notion de Ça se dit k'e. Et K'e, ouais, K'e. ça veut dire la communauté. D'accord. Et c'est une notion qui est indissociable de la notion de hojo, ozo en français, Ouais. hojo. Et hojo, ça veut dire l'harmonie universelle. D'accord. Et on est en harmonie avec sa communauté, sa Ouais. famille, Ouais. son clan, Mhm. les gens avec qui on est en sympathie, n'est-ce Bien pas? sûr. Voilà. Et c'est là qu'on comprend ce mot de hojo, de ozo, Mhm.
D'accord. c'est avec la communauté. Et ça se fait pas par des livres, hein. Ben non, c'est évident. Ça se fait par le contact direct. Ça, c'est évident. Alors c'est pour ça que j'organise donc des échanges aussi pour que en France, bon, on a quand même un peu des stéréotypes aussi, Mhm. hein. Bon, les Indiens avec des plumes qui vivent dans Oui, les oui, tipis. oui. Il y a plus aucun Indien qui habite dans un tipi. Oui, bah oui. Ça, c'est bien dans sûr. les films, de John Ford, hein. Donc ce sont des gens qui ont leur propre culture et Ouais. qui sont formidables, vraiment Mhm. formidables. Et, Donc toi, tu en fais venir ici. oui, on fait venir des groupes d'amis. Là, je pense le prochain groupe va venir en fin mai ou début juin. D'accord. Probablement, on l'espère en tout cas au Salon du Bien-être avec le cheval fin mai, Ouais. à l'hippodrome d'Anguien à Paris, donc en région Mhm. parisienne, Ouais. hein. Et puis aussi pour des ateliers. Et nous, on essaye que ces échanges se fassent directement, en fait, simplement en discutant. Mais ces Navarros qui viennent, ils parlent français? Ils parlent anglais Ah, et puis on traduit en français. ah, Puis il y a aussi d'accord. des gens qui parlent anglais quand même. Oui, oui, mais enfin moi si je viens, ma connaissance en anglais c'est yes, no, I love you, kiss me. Donc ça fait un peu léger pour suivre une discussion. Voilà, quand mais même, il y hein. a toujours des Il y a des traducteurs traducteurs quand professionnels. même, d'accord, ok. Ok. Voilà. Et sinon, il y a aussi des nations amérindiennes qui parlent français Oui, ça c'est plus au Canada. au ça. Canada. Ouais, ouais, Au ouais. Canada. Ouais. Enfin, Et au Canada, il n'y a pas de Navarro. Au Canada, il n'y a c'est- pas de Navarro. c'est Non, il y a vraiment le les désert, Cris, quoi. les Enfin, Montagnais, c'est- les Iroquois. Ouais. Et il y en a certains aussi qui ont une relation avec les chevaux. Mhm. Mais les Navarros ont vraiment cette relation très forte D'accord. avec le cheval en tant qu'être spirituel. D'accord. Et puis on essaye aussi d'organiser des groupes aussi pour aider les communautés là-bas. Ouais, Pas seulement faire du tourisme, d'accord. mais aider les chevaux sauvages. Il y a, sur la réserve, il y a énormément de chevaux sauvages. Ah, c'est bien. Traditionnellement, les chevaux ne sont pas enfermés là-bas, Ouais. donc ils sont en liberté en Mhm. fait. Et puis ils vont revenir tous les Oui, 3-4 au jours point d'eau, quoi. au point d'eau ou Ouais. avec un petit enclos où ils sont nourris, mais ils ne sont pas enfermés. En fait, il y a aussi un peu l'exode rural sur les réserves. Il y a beaucoup de jeunes, ils cherchent plutôt à trouver un emploi en dehors de la réserve, sur une ville, enfin sur un. Comme chez nous. Voilà, ils vont aller à Phoenix, ils vont aller à Las Vegas, ils vont aller à Gallup, ils vont aller dans des villes qui sont autour de la réserve Ouais. et pour essayer de trouver un emploi. Et voilà, c'est comme partout. Comme partout, bien sûr. Et alors évidemment, ces personnes, elles sont plus là pour s'occuper du campement, des moutons, des chevaux. Ça va retomber sur des personnes qui sont souvent âgées, Ouais. ou très âgées, et qui ne peuvent plus vraiment s'occuper des chevaux. Bien sûr. Et ça fait qu'en fait, depuis à peu près plusieurs dizaines d'années, les chevaux se sont multipliés à l'état sauvage. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de 45 000 chevaux à l'état sauvage sur la réserve Navarro. Et évidemment, il faut trouver la meilleure solution. C'est sûrement pas de les abattre comme ils faisaient à un moment donné ou de Oui, oui, j'ai vu des Voilà. reportages voilà, assez effrayants. assez effrayant, vraiment Ouais, effrayant. ouais, ouais. Hein. Mais la meilleure solution, c'est de revenir à une culture plus traditionnelle, Mhm. hein, et retrouver cette notion du sacré. Et de la relation au cheval, qui Bien fait sûr. partie de la famille Bien sûr. pour les Navarros. Et donc nous, on amène des groupes pour aider Ouais. les Navarros eux-mêmes finalement à retrouver des savoirs ancestraux qui sont en train de se perdre. Si nous ne faisons rien, Ça va se perdre. oui. Parce que la pression du capitalisme, la pression du mode de vie occidental est trop forte sur ces peuples. D'accord. Et quand nous on y va, évidemment, c'est formidable pour ces peuples-là parce qu'ils se disent, s'il y a des gens qui viennent de France pour s'intéresser à notre culture, Bien sûr. C'est que peut-être elle a quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Bien sûr. Et moi, je crois que oui, elle a quelque chose d'important. Oui, non, mais ça, j'en suis convaincu. C'est pour elle ça que a- je suis là. Voilà, elle a vraiment à nous apprendre la relation avec les chevaux, la relation Ouais. avec la nature. Donc, tu organises des stages aussi. Voilà, donc j'ai une activité en France avec une association autour du cheval, D'accord. hein, et donc l'association s'appelle Équintessence. Et donc avec d'autres collègues, en fait, nous proposons des stages de développement personnel et de connaissance de soi par le cheval. Et il y a aussi un aspect qui est thérapeutique. Le contact avec le cheval, c'est quelque chose qui nous apprend qui nous sommes.
Le cheval nous pose la question, chaque fois qu'on le voit, qui est-ce que tu es aujourd'hui? Et la réponse, ça peut être évident, eh bien aujourd'hui je suis Gérard Poffineau, aujourd'hui je suis Sylvain. Non, la réponse n'est pas si simple que ça. Parce que nous sommes plusieurs personnes à la fois. Bien sûr. Nous sommes nos propres projections, nous sommes nos désirs, nous sommes ce que nos parents voulaient que nous soyons. Nous sommes notre relation à la nature, nous sommes nos propres rêves. Nous sommes toute la partie un peu mystérieuse qu'on appelle l'univers du rêve, ou le monde chamanique. Et nous sommes aussi la personne sociale, voilà, je suis Sylvain, j'ai une formation de médecin. Mais ça, c'est une petite partie de qui nous sommes. Alors, le cheval pose cette question. Qui est-ce que tu es aujourd'hui? Concrètement, comment ça... Moi, je viens de voir, j'ai un problème. Par exemple, je suis atteint du syndrome de Calimero. Oui. Personne ne m'aime, la vie est méchante. Tu vas pouvoir faire quelque chose avec les chevaux pour moi? Certainement, certainement. Et avec cette approche de Linda Kohanoff et aussi avec l'approche si particulière des nations amérindiennes, cette pensée qui est tellement particulière, eh bien, le cheval va nous poser des questions par son comportement et il va nous mener à une espèce d'introspection. D'accord. Et ça va déjà commencer par le corps. Oui, bien sûr. Qui est-ce que je suis dans mon corps aujourd'hui? Est-ce que je peux sentir ce qui se passe dans mon corps? Où sont les énergies dans mon corps? D'accord. Et le cheval, il a ceci de bien particulier, que si je ne suis pas dans mon corps, et que je lui demande de faire quelque chose, il ne va pas du tout obéir ou répondre à ce que je lui demande. Il va seulement répondre à ce que je lui demande si je suis moi-même, si je suis aligné intérieurement, si je suis conscient de mes émotions, si je suis conscient de l'énergie qu'il y a dans mon corps. Bien sûr. Parce que le cheval ressent tout. Notre état le cheval, émotionnel. c'est ça, Moi, et énergétique. Je viens de me faire larguer par ma nana, je suis complètement effondré. Oui. J'arrive là, je sais que je vais travailler avec toi sur les chevaux. Oui. J'arrive, je fais quelques respirations. Et puis je me mets une banane sur le visage et j'arrive dans le champ. Salut les chevaux, c'est moi qui est là. Oui. Mais intérieurement, ça va pas du tout, je suis détruit. Voilà. Le cheval, il va le sentir tout de suite. Oui, il va pas s'arrêter à mon sourire hypocrite. Non, non, le cheval n'est pas dupe quand on est ce qu'on appelle, ça s'appelle être incongruent. À l'intérieur de moi, je suis très triste, et à l'extérieur, il faut que je fasse bonne figure. Mais le cheval n'est pas dupe de ça, pas du tout. Alors quel type de réaction il va avoir? Eh ben, par exemple, il va essayer de te consoler. Ah oui. Ou il va te poser la question, qu'est-ce que tu as perdu exactement? Ah oui. Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que tu as perdu la personne? Non, elle est toujours vivante. Oui, non, tout à fait. Tu l'as pas perdue. Est-ce que tu as perdu la relation? Peut-être. Quelle sorte de relation tu as perdu? Ok, voilà. D'accord. Il va poser ce type de questions. D'accord. Par son comportement. Oui. Et donc on va explorer qu'est-ce qui provoque en moi cette sensation, cette émotion, un peu douloureuse évidemment, de la tristesse. D'accord. Qu'est-ce qui a été perdu? Et aussi, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cette perte? Ou alors, si la perte est déjà accomplie et qu'on ne peut plus rien faire, eh bien, de quoi est-ce que je vais me souvenir? Des bons moments, voilà, que nous avons passés ensemble. Bien Parce sûr. que avant qu'il y ait eu cette douleur, il y a eu certainement des bons moments, des moments de joie. Des choses que j'ai apprises, des moments extraordinaires. Et là, de toute façon, la vie, c'est forcément la perte, puisque la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas celle que j'étais hier. Bien sûr. Et demain, je serai encore une autre personne. Et puis, quand je serai très âgé, il faudra bien, n'est-ce pas, que je perde tout ce que j'ai. Je ne l'emmènerai pas avec moi dans mon cercueil. Ça, c'est évident. Voilà. On n'emmène rien. C'est ça. Et donc, toutes ces transitions, si je déménage, je vais perdre l'endroit où j'habite. Hein, quand j'ai découvert ces nations amérindiennes, j'ai totalement perdu la certitude de la science. Oui, d'accord. Maintenant, je ne crois absolument plus
à ce que la science me dit, puisque j'ai vu des choses qui sont... Qui dépasse la science. ah oui, qui Oui, dépassent non, la on est- science, on ou en est- tout on cas est c'est d'accord. une autre forme de science. Oui, oui, tout à fait. Donc, et donc j'ai dû remettre en cause ce que je croyais être vrai, Mhm. et j'ai donc perdu, c'est comme une perte. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un peu comme si un petit ami m'avait quitté d'une certaine manière. Oui, oui, bien sûr. Et le cheval, il va travailler sur tous ces plans-là. Ok. Bon. Et toutes les émotions, la colère, la frustration, la vulnérabilité. Mhm. Comment est-ce que je pourrais grandir? Comment est-ce que je pourrais être la personne que j'imagine être? Ouais. Hein. D'accord. Oui, donc le panel, en fin de compte, est illimité, quoi. Voilà. Et chez les Navarros, la relation avec le cheval, c'est souvent avec les bijoux. Les Navarros ont souvent des bijoux en argent. Ouais. Et souvent l'enraînement, il y a aussi des éléments en argent. Mhm. Et ils portent ce bijou, j'ai une photo dans le livre, on pourra prendre peut-être, je te montrerai ça. D'accord. Et sur le frontal du cheval, ils mettent un petit bijou en forme de demi-lune. Ouais. D'accord. Parce que le cheval, pour les Navarros, Mhm. c'est l'abondance. Pas seulement l'abondance matérielle, Oui, oui, non, d'accord. mais aussi l'abondance spirituelle. Ouais, ouais. Que tout ce dont j'ai besoin, ça va m'être donné. C'est ça l'abondance. Oui, c'est ça l'abondance. Ah oui. L'abondance véritable, c'est ça. Voilà, ça c'est pas de l'abondance, c'est de la richesse. C'est de la richesse. Voilà, non mais on est d'accord. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec les cérémonies. Il y a Mhm. une cérémonie qui s'appelle la voie de la bénédiction, Ouais. Hajaji, le Blessing Way. Mhm. Et le cheval intervient dans cette cérémonie. J'en parle un tout petit peu, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Oui, oui, bien sûr. Et le but, c'est de redonner Mhm. cette richesse, cette abondance, qui en fait est déjà autour de nous. Tout à fait. Et les chevaux sont là pour nous amener cette abondance. Pour nous reconnecter à ça. Et je vais conclure avec quelque chose que j'ai découvert dans les traditions druidiques. En France, dans les pays celtiques, les pays druidiques, c'est que le cheval était complètement lié à l'abondance. Par la déesse Epona. Mhm. Et la déesse Epona, on a des représentations de statues de la déesse Epona. Elle est toujours avec des chevaux, souvent des chevaux blancs, Mhm. et une corne d'abondance. Elle a toujours vrai. une corne d'abondance. C'est vrai. Parce que le cheval est lié à l'abondance. D'accord. Et voilà, on pourrait réfléchir, et c'est un peu ce que je fais aussi dans certains stages, des choses un peu plus avancées. Mhm. Comment est-ce qu'on peut se reconnecter avec ces grands archétypes, enfin avec ces grandes idées, et comment est-ce que le cheval peut réellement nous redonner cette abondance, et ça je l'ai appris, disons je l'ai vu faire Mhm. avec nos amis Navarros, D'accord. et ça devient réalité ici, sans avoir besoin forcément de faire des choses Oui, chevalières bien ou quoi. sûr. C'est plus des questions que pose le cheval. D'accord. Et voilà, c'est ça que je fais avec des collègues et pour D'accord. cette activité de stage en fait. D'accord. Donc, alors, pour te contacter, il y a le site internet Alors le site internet est Quintessence. qui va être écrit en dessous la vidéo. Voilà. Voilà. Et c'est le moyen le plus simple C'est le pour. moyen le plus simple. Il y a une adresse mail peut-être, non? Il y a une adresse mail à partir À partir directement du site, on Oui. a la fiche contact, quoi. Oui, tout Voilà, à fait. ok. Vraiment c'est le moyen le plus simple pour D'accord. si, Ok. si quelqu'un est intéressé de vraiment contacter les cultures amérindiennes sur une base d'échange, Ouais. hein, et pas forcément d'appropriation, voilà, mais plus d'échange vraiment. Mhm. Ou alors avec ces stages de développement personnel, de thérapie avec le cheval. D'accord. Ok. Ben écoute, merci Sylvain, merci, n'importe quoi. Hein. Merci Sylvain Voilà, pour, merci beaucoup Gérard. pour tous ces renseignements passionnants sur les Navarros et sur les chevaux. On aura le plaisir certainement de faire d'autres vidéos ensemble parce que je pense que tu as Certainement. beaucoup de choses à dire. Ben, Tu as beaucoup de choses à nous apporter, aussi Merci. bien sur les chevaux que sur cette culture qui en fin de compte est assez méconnue. Oui. Donc on fera d'autres vidéos ensemble. oui, c'est une culture qui est moins loin de nous que ce qu'on pense, Mhm. et toi-même qui es sourcier, qui a un Mhm. travail avec tu pourrais très facilement aller sur la réserve Mhm.
avec les petites baguettes de sourcier. Oui, bien sûr. Et puis discuter avec des medicine men là-bas, très 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 facilement. Faut que j'apprenne l'anglais ou le Ou navarro. avec un alors. petit traducteur, avec un traducteur. Et tu verrais qu'il y aurait beaucoup de choses Oui, oui. que vous auriez à partager. Et peut-être qu'il y a des choses ici que nous faisons, parce que ici, par exemple, il y a beaucoup plus d'eau. Oui. Les zones dans le haut plateau du Colorado, c'est très très sec. Oui, oui, oui. Alors, nous, on a une relation à l'eau qui est une relation d'abondance. Il y a Tout à de l'eau fait, partout. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça fait que nous sommes bénis. C'est la bénédiction de cette abondance de l'eau. Et donc, il peut vraiment y avoir un échange. Oui, et mais c'est j'en ça suis- qui est, J'en c'est suis ça qui est persuadé, formidable. c'est magique. Ok Sylvain, merci beaucoup. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin du Bouquin. L'émission se termine maintenant et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.